Salut Timothée, Salut. bienvenue en Belgique, Merci. bienvenue sur Les Mythes, une chaîne qui est regardée par pas mal de personnes qui vivent au Canada, qui vivent en France, dont le but est de vulgariser tous ces enjeux qui sont très complexes, qui sont des enjeux qui nous amènent vers un autre monde. Et c'est vraiment un honneur de te recevoir parce que en termes de décroissance, je pense que tu es pour moi un des patrons. Avec cette dinguerie, mec. Alors, je te l'ai dit hors vidéo, j'ai pas encore tout terminé, hein, mais moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi de ce livre, Ralentir ou Périr, que tu as fait, pourquoi ça, là, cette montagne à l'envers? C'est une montagne que j'ai trouvée en Suisse et j'aimais bien l'idée de la mettre à l'envers. Déjà de se dire aujourd'hui, on a l'expression, tu sais, il faut déplacer les montagnes. Mais ça sert à rien de déplacer les montagnes si on les pousse dans la mauvaise direction. C'est un petit peu ça la croissance économique. C'est énormément d'efforts collectifs, mais pour aller dans la mauvaise direction. Donc aujourd'hui, on a besoin un petit peu de renverser l'économie pour aller dans une autre direction. Donc ça, c'était ça le symbole de la montagne inversée, de regarder un petit peu la réalité de l'autre côté. Mais j'aimais bien aussi parce que quand tu renverses la montagne, tu vois une petite courbe descendante. Mais Oui. après, ça remonte et tu as la face du soleil qui est de l'autre côté. Donc ça, c'était aussi le ralentir, pas seulement pour périr, mais aussi pour mieux vivre avec une ouverture vers une ère de prospérité après. Oh, poétique, voilà. carrément. C'est bien, j'aime bien ces sens de lecture. Timothée, pour ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne, et d'ailleurs abonnez-vous si vous venez d'arriver, likez et commentez tout au long de cette vidéo s'il y a des choses qui vous interpellent, qui sont importantes pour vous, c'est important. Et n'hésitez pas à baisser la résolution aussi. Timothée, si des gens qui ne te connaissent pas regardent cette vidéo, qui es-tu? Alors, je suis chercheur en économie écologique à l'école d'économie de l'université de Lund, c'est dans le sud-ouest de la Suède. Et donc, en tant que chercheur, en ce moment, je suis chercheur à plein temps, donc je me pose des questions sur le lien entre économie et écologie. Et j'essaye d'y répondre de la meilleure manière. Alors, en plus de faire de la recherche, maintenant, j'essaye de vulgariser cette recherche. Donc là, c'est ma première expérience un petit peu ralentir ou périr, d'adapter quelque chose que j'avais développé pendant ma thèse, qui s'appelait l'économie politique de la décroissance, qui était en anglais, qui était très long, qui était très théorique. Donc là, j'essaye de faire atterrir ces idées. Et donc voilà, c'est mon occupation principale. C'est très chaud ce dont tu parles. C'est très chaud parce que quand tu appelles un livre Ralentir ou Périr, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de tristesse si on ne fait rien, ça veut dire que la situation est grave. Et quand tu dis ralentir ou périr, il y a déjà, je pense, de la biodiversité qui périt dû à notre modèle économique. On y arrivera ou pas? C'est le genre de questions qu'on pose à la fin, mais là j'ai envie de te le poser tout de suite. Et après, on va rentrer un peu dans l'art. Est-ce qu'on va réussir à ralentir notre système économique, notre façon d'habiter le monde, notre façon de le transformer, d'utiliser l'énergie? Est-ce qu'on va réussir à tirer ce frein? Je ne sais pas si on va réussir, mais en tout cas, on peut. Enfin, moi, je suis convaincu, et tout ce que j'ai étudié, quand même, ça fait pas mal d'années que je regarde ça, sur le papier, ça marche. Donc, on a vraiment des véritables possibilités, et pas seulement des possibilités de se dire, OK, les gars, on va sacrifier un truc, et là, on évite l'effondrement, mais même avec des co-bénéfices énormes où, en fait, on va pouvoir allier l'utile à l'agréable. Donc, moi, c'est pour ça, si on arrive vraiment à aligner notre transition pour qu'elle se fasse d'une manière juste, équitable, conviviale, planifiée, démocratique ou quoi, on peut se retrouver dans une meilleure situation qu'aujourd'hui. Donc, mais il faut commencer par là. Moi, au début, j'avais discuté un petit peu avec mon éditrice du Seuil. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un titre un petit peu plus positif? Et je me suis dit... Non, moi j'aime bien ce genre de titre. Aujourd'hui, on a besoin quand même de la douche froide, de dire... La situation va mal. Là, on est dans un scénario à la Mad Max, où on se dirige vraiment vers un cauchemar que certains aujourd'hui, les plus vulnérables des pays du Sud, sont déjà en train de vivre. Donc, il faut vraiment se réveiller. Là, tout ce qu'on a essayé avant, ça n'a pas marché. Donc là, il faut faire ce constat aujourd'hui. Le plan A, le plan B, ça, on évacue. Là, maintenant, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi les nouvelles solutions à ce problème? Et une fois qu'on s'est posé cette question, là, on peut commencer à travailler. Mais ça demande, facile à dire, mais on doit évacuer en fait tout un nombre de prêts-à-penser qui ont servi à façonner cette discussion autour de la transition écologique qui aujourd'hui deviennent des obstacles. On est très peu nombreux. Je veux dire, il y a toi, on en parlait aux antennes, il y a des Thomas Wagner, il y a des Arthur Keller, il y a Jean-Marc Jancovici, il y en a. J'ai l'impression qu'on nous compte sur les doigts d'une main les lanceurs d'alerte. Tu vois, même les chercheurs, les experts qui sont en train de crier haut et fort, en tout cas qui font cet effort de vulgarisation pour parler à tout public. Parce que je peux côtoyer des personnes comme toi, mais qui sont tellement dans la technicité que même moi je vais te larguer en disant frère, c'est complexe. C'est des gens qui sont
qui n'ont pas encore fait leur transition, ou alors c'est simplement la méconnaissance, l'incompréhension du sujet, si on doit regarder plus à l'échelle globale, pour la raison pour laquelle on est si peu nombreux à en parler? Bah, moi, je peux parler de ce que je connais, donc du milieu universitaire. Il y a plein de gens qui se sont enfermés dans des silos, les économistes, hein, typiquement. Ils sont focalisés à étudier, je sais pas, quelque chose de très précis, l'éradication de la pauvreté, les inégalités, le marché du travail, des choses comme ça, et qui ont complètement perdu la vue d'ensemble. Donc eux, tu leur parles de changement climatique, ils vont dire non mais je m'en fous du changement climatique, je travaille sur l'éradication de la pauvreté. Alors que c'est lié. Alors que c'est complètement lié. Mais de la manière dont on enseigne l'économie, en fait, on apprend à diviser, on devient un ultra spécialiste. Tu vois, ils deviennent des dentistes, ils se spécialisent sur la bouche, quoi, une seule partie de la société. Alors qu'en fait, aujourd'hui, pour vraiment comprendre notre situation, il faut une approche de la pleine santé. Donc, regarder tout le corps, regarder ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Et ça, oui, non seulement c'est difficile à faire parce que cette pensée interdisciplinaire, elle va demander de mobiliser des connaissances dans plein de disciplines différentes. Que tu n'as pas forcément, donc en fait c'est... On les a pas forcément, on les a pas à l'université. C'est pour ça que d'ailleurs que les étudiants se plaignent. Eux, ils veulent plus être éduqués comme des ultra spécialistes, ils veulent devenir des généralistes et avoir des cadres analytiques qui leur permettent de penser la transition. Et ensuite, ça demande non seulement un effort à construire, mais un effort à vulgariser qui est beaucoup plus difficile. Parce que t'imagines, c'est des théories ultra complexes, t'expliques la mécanique du marché du travail dans un modèle d'économie dominante, c'est ultra facile. Offre, demande, machin, les gens comprennent, mécanisme des prix. Mais si t'es là et t'ajoutes un petit peu d'économie marxienne, un peu d'économie féministe, un peu d'économie écologique, tu regardes les flux d'euros, les flux d'heures, les flux de matière, les flux de carbone, là ça devient beaucoup plus compliqué, non seulement à étudier, mais aussi à expliquer. Et donc ça demande des efforts supplémentaires et beaucoup de gens aujourd'hui ne se sont pas encore lancés dans cette expérience et surtout parce qu'à l'université la vulgarisation parfois est mal vue. Donc moi je me suis dit une fois que la thèse était terminée, ça sert à quoi de revenir à l'université pour continuer à écrire des articles, produire de la connaissance, si au final cette connaissance on vient jamais la porter sur la table et dire ok les gars j'ai découvert ça. Ça peut être intéressant. Peut-être que ça va enrichir la discussion. Ça fait longtemps qu'on parle de transition écologique. Ce truc-là, ce concept de décroissance, peut-être que ça peut nous donner une opportunité de voir le problème et les solutions d'un autre angle. Ben voilà, on y est. Le concept de décroissance. Rapidement, pour ceux qui ont une suggestion YouTube, par exemple, et qui se demandent mais dans quoi je suis tombé, décroissance, pas vraiment à l'opposé de croissance. Croissance économique, on a... Excuse-moi, je dégage ce sac qui me gêne. Croissance économique, on a produit de la valeur, on a créé des richesses, on a fait de l'extractivisme, on a pris des ressources, on les a transformées, on a créé des biens... Tu m'arrêtes, hein, je ne suis pas économiste. Hein. On a créé des biens de consommation, des biens, différents biens. Enfin, on a produit une valeur et qui fait que chaque année, on augmente d'un certain nombre de pourcentages la valeur qui est créée. Hein. Donc, ça nous amène sur une croissance. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que c'est couplé avec l'énergie nécessaire pour avoir cette croissance et que c'est couplé aussi aux émissions de gaz à effet de serre. Tu m'arrêtes s'il y a un bug quelque part. Donc, j'essaye vraiment de résumer pour les gens. Maintenant, on parle de ce phénomène de décroissance, que ce serait la seule façon de s'en sortir par rapport au péril climatique qui est en train de se pointer et l'effondrement de biodiversité et tous les différents types de pollution qu'on en voit partout. Est-ce que c'est vrai? C'est la seule façon? Oui. Voilà, c'est la réponse très courte. Imagine, avant même de rentrer dans la comptabilité nationale, le PIB, la croissance, comment on la mesure, c'est quelque chose de très simple. C'est le concept de production, d'activité économique. Quand tu veux produire un truc, une chaise, un podcast, faire pousser une tomate, ce que tu veux, tu vas avoir besoin d'énergie. Moi, j'aime beaucoup l'économiste australien Steve Keen. Hein, il nous dit la machine sans énergie, c'est une sculpture. Le travailleur sans énergie, c'est un cadavre. Donc, toute activité économique, fondamentalement, elle a besoin d'énergie. Elle a besoin d'un accès à la matière parce que l'énergie, on ne peut que la capturer qu'avec un système qui est fait de matière, des panneaux solaires, des éoliennes, des tuyaux, des fils, des trucs comme ça. Donc, fondamentalement, ça paraît un peu normal que toute agitation, dans le sens de tout surcroît de production, plus ou moins directement, en fonction bien sûr des technologies utilisées, va venir mobiliser de l'énergie et de la matière. À partir du moment où cette énergie et cette matière, elle est limitée. Elle est limitée du côté des sources, je ne sais pas, parce qu'on a un nombre limité de terres rares qu'on peut extraire, un nombre limité de litres d'eau dans une région qu'on peut utiliser, mais aujourd'hui elle est surtout limitée au niveau de ce qu'on appelle des puits. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pétrole, mais on ne peut pas en émettre beaucoup, parce que sinon ça va mener à un réchauffement climatique catastrophique. Donc on a un budget carbone qui est très limité. Et donc une fois qu'on a ce budget carbone limité, et qu'on se rend compte que notre économie, si on veut qu'elle constamment continue à s'agiter, tu as deux solutions. Soit tu arrives à découpler.
Ça, c'est le concept du découplage, c'est-à-dire que tu continues à produire, mais sans utiliser d'énergie et de ressources. Ou même, tu continues à produire plus, mais en utilisant moins d'énergie, moins de ressources, et donc en ayant moins d'impact. Plus, ça c'est une idée. Ouais, hein. Donc, tu pollues plus et tu produis plus tout en polluant moins. Mais sans utiliser d'énergie et de ressources. Ouais. Moins. En utilisant moins, parce que dans un pays comme la France, on sait qu'il faut baisser l'utilisation C'est comme d'énergie. si tu me disais, prends ce verre d'eau et je veux que tu me fasses 2 verres d'eau, quoi. C'est pas possible. Moi, je pense que c'est une hypothèse qui est non seulement peu probable, mais même théoriquement impossible. Je pense qu'il faut admettre qu'on puisse, à travers des gains d'efficience, tu vois, on améliore un petit peu la technologie. Bien sûr, le premier verre d'eau, il va peut-être être très intense en énergie. Après, on améliore un petit peu. Le deuxième verre d'eau, il va peut-être demander un peu moins de verre et peut-être qu'il y aura plus de verre recyclé. Le troisième verre d'eau, voilà. Mais à la fin de la chaîne, tu produis un verre d'eau et il faudra quand même des trucs. Et donc, cette idée de croissance exponentielle, parce que les gens ne se rendent pas compte, exponentielle, c'est un terme, on l'a beaucoup entendu pendant la pandémie. Mais si tu as 3% de croissance dans ton économie, donc tu prends ton économie, elle a cette taille, 3% de croissance, ça veut dire que l'économie, elle double toutes les générations. Ok ? 30 ans, plus ou moins. Enfin, ouais. Un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc, tous les 24 ans, ton économie, elle double. Elle double. Elle double. Elle double. Donc, au bout d'un moment, alors oui, le progrès technologique va nous permettre peut-être d'avoir des petits gains ici et là, mais au bout d'un moment, ces gains seront forcément annulés par l'augmentation du volume. Donc, aujourd'hui, on a des données, on a plus de 900 études empiriques sur le découplage, donc on peut regarder dans un pays, en France, qu'est-ce qu'on a réussi à découpler par exemple depuis les années 90. Donc ça nous montre, très bien, on a réussi à avoir des petits gains d'efficacité. Ensuite, tu mets ça à côté de la trajectoire bas carbone qui est dictée par les objectifs du GIEC, ça te dit, ok, on a fait ça, il faut aller là. Et la différence, là, c'est de la décroissance. Donc là, on a la partie croissance verte, on pourrait dire éco-efficacité. Là, on a la partie décroissance sobriété. Et donc, du coup, il y a cette idée de se dire, on le choisit, on le fait, on vote politiquement, on change les entreprises, on change nos comportements, et ça y est, on rentre dans une belle décroissance. D'une certaine façon aussi, on va casser une boîte aux lettres ouverte, on va enfoncer une porte ouverte aussi. C'est inévitable. Ça va arriver, cette décroissance. Alors moi, la façon dont j'aime bien le dire, c'est soit décroissance choisie aujourd'hui, soit effondrement subi demain. Je pense que oui, on sera toujours rattrapé par la finitude de la nature, d'une manière ou d'une autre. Donc elle peut se mobiliser sous la forme d'une sécheresse. Enfin, 2022, c'était vraiment la bande-annonce de l'apocalypse. On a tout vu, les méga-feux de forêt, la rareté énergétique, perte de rendement agricole, sécheresse. Donc là, on voit ce qui se passe quand d'un coup, la nature, ou certaines personnes qui contrôlent l'accès aux ressources naturelles, ferment le robinet, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de services écosystémiques. Là, on voit qu'il y a des soucis. Et quand il y a des soucis, bien sûr, ça se fait dans la panique. Ça se fait dans la panique, souvent, ça se fait au détriment des gens qui sont déjà vulnérables. Dans le système d'aujourd'hui, qui est un système très inégalitaire, ce sont les gens qui sont tout en bas de la chaîne qui vont trinquer. Oui. Notre système, il y a une hégémonie quand même du grand capital de l'Occident sur absolument tout le reste de la population mondiale, que ce soit en termes de ressources, extractivisme, culture, agriculture, les ressources, etc. Et des gens, ils sont un peu dans un statu quo, on est d'accord, un peu beaucoup même, une grosse partie de la population mondiale. Ah oui, on ne se rend pas compte, mais les richesses à l'échelle de la planète sont extrêmement concentrées. Donc on a quelques pourcents vraiment des plus riches qui possèdent la grande majorité du patrimoine économique mondial. Et ça se retrouve retranscrit sur les pressions environnementales. Les 10% des plus riches sont responsables de presque la moitié des émissions totales. Alors que si tu prends les 50% des ménages les plus pauvres, donc ça c'est plus de 3 milliards de personnes, d'êtres humains, eux, ils émettent moins de 10%. Donc quand tu compares par exemple l'empreinte carbone moyenne aux États-Unis, qui est autour d'une quinzaine de tonnes de CO2 par an par habitant, aux empreintes des pays très pauvres, je ne sais pas, Madagascar, le Malawi, le Burkina Faso, qui ont des empreintes inférieures, entre 0,01 et 0,1, 0,4. Donc là, c'est des toutes petites empreintes. Et donc aujourd'hui, il faut prendre en compte non seulement le fait que des décennies de croissance dans les pays aujourd'hui dits riches, dits industrialisés, ont demandé énormément de ressources, beaucoup de ressources qui ont été appropriées dans les pays du Sud. Et c'est là où aujourd'hui on se retrouve vraiment avec un problème insoluble de se dire comment est-ce qu'on va éradiquer la pauvreté dans des pays qui aujourd'hui, donc les pays du Sud, qui se retrouvent en première ligne de l'effondrement climatique. Donc ces pays qui vont avoir besoin d'encore plus d'énergie et de ressources parce que non seulement il va falloir se développer, mais ensuite il va falloir s'adapter au changement climatique. Comment est-ce qu'on va réussir à faire ça si les pays riches continuent à monopoliser une grande partie des ressources? T'as pas peur qu'on prenne conscience de la problématique et que
tu as ceux qui font partie des 1% qui tirent tout ce système, hein, qui tirent et qui disent aux gens ah mais s'il y a des pauvres, c'est leur faute, ils avaient qu'à bosser, tout le monde peut y arriver aujourd'hui, et qui aiment bien mettre en valeur l'ascenseur social. Regardez, celui-là, il est venu de nulle part, comme si c'était possible pour tout le monde, alors que statistiquement, ça ne l'est absolument pas. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été démontré. Tu ne penses pas qu'à un moment donné, ils vont, et j'ai pas envie de nous faire flipper, notamment ceux qui regardent cette vidéo, mais qui vont se dire, on s'en fout, on se garde tous les flux, on se garde toutes les richesses, toutes les énergies, et les pauvres noirs qui meurent là-bas, tant pis pour eux, et on s'accapare tout jusqu'à la fin, et on conserve notre truc jusqu'à la dernière goutte. Est-ce que tu n'as pas peur que c'est plus ce réflexe-là qui arrive quand il y aura des événements climatiques intenses, qu'on va justement, tu as dit, un événement climatique fait qu'on fait tout dans la précipitation. Ouais. Et là, ça va se précipiter sur, on ferme les frontières, on arrête tout, on garde tout pour nous, et on essaye, voilà. T'as pas peur justement que ça bascule de l'autre côté, tous les acquis sociaux s'effondrent, et qu'on se retrouve dans un truc à la cyberpunk un peu, tu vois. Si, moi c'est ça qui me fait peur. C'est pour ça, moi, là, ce livre, et tout le travail qu'on est en train d'entreprendre autour de la décroissance, de la post-croissance, de plein d'autres concepts, et aussi des gens qui ont travaillé sur la collapsologie, le but, c'est d'éviter cette situation. Ça devrait être notre priorité. Le but, c'est de se dire, OK, on va commencer dès maintenant à trouver une manière de ralentir l'économie de manière juste, conviviale, intelligente, pour justement éviter de se retrouver dans cette situation. Parce qu'on commence à voir des signaux faibles de cette situation. Moi, il y a un truc, j'ai trouvé ça absolument génial dans le dernier documentaire de Cyril Dion, Un monde nouveau, où il va voir, où il va voir des entrepreneurs de la Silicon Valley. Et les mecs, en fait, ils sont tous devenus ultra survivalistes. Donc les gens, ils se construisent des bunkers de luxe. En fait, et ils se préparent. Moi, je trouve ça bizarre parce que d'un côté, ce sont ces personnes qui ont créé de toutes pièces et légitiment aujourd'hui le discours de la croissance verte en disant « Vous inquiétez pas, la technologie va nous sauver ». Ça, c'est ce qu'ils disent publiquement. Mais d'un autre côté, eux, ils achètent des terres en Nouvelle-Zélande et se font des petits bunkers parce qu'ils se disent « Ouais, la technologie va nous sauver, mais bon, si elle ne nous sauve pas, au moins, moi, je sauve ma peau. » C'est comme si, en fait, ils détruisaient le monde avec cette fausse idée de croissance verte, qui est une vaste connerie. Enfin, je crois que ça a été démontré aujourd'hui qu'on continue à émettre autant de GES, donc il faut nuancer aussi certaines choses. Mais donc, pendant qu'ils participent à ce système-là, en fait, c'est comme s'ils voulaient s'enrichir en se disant on envoie le monde dans le mur, mais on va quand même s'autoprotéger. Enfin, il y a un truc assez fou là derrière. Il y a plein de trucs qui s'entremêlent. Il y a des gens qui pensent que eux, leur stratégie, c'est de s'enrichir très très vite et après de devenir des philanthropes et justement d'investir dans les choses pour réparer. Mais ça, c'est macroéconomiquement, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, on vient détruire des choses qu'on ne saurait pas réparer. On sait aujourd'hui que, par exemple, les technologies à émissions négatives, elles sont pas prêtes. C'est un pari énorme. On sait qu'on ne sait pas reconstruire la biodiversité. Qui sont des usines pour aspirer le CO2, des trucs dans le genre. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, on se dit, on va polluer à mort, aujourd'hui. Comme ça, on va mobiliser une partie de cet argent pour investir, pour créer en fait une technologie qui nous permet de réaspirer les gaz à effet de serre qu'on a eu pendant cette pollution. Alors que la solution de la décroissance, qui est un petit peu l'approche de la prévention en santé, c'est de se dire, bon écoutez les gars, on va peut-être éviter d'émettre le CO2 parce qu'aujourd'hui on n'est pas sûr qu'on va arriver à le recapturer, on n'est pas sûr aussi de bien... On connaît la dynamique du climat, mais on n'est pas à l'abri de surprises. Enfin, ce qu'on sait maintenant, après des années vraiment de travail scientifique au sein du GIEC, qui est la plus grande entreprise scientifique de l'histoire de notre espèce, ça c'est quand même important de le noter, c'est que le système Terre est un système extrêmement complexe et que la plupart du temps, il ne nous réserve pas des bonnes surprises. C'est-à-dire que c'est pas « Ah bah trop bien, on pensait… » Non. Chaque année, quand on recalcule le budget carbone ou quand on voit là par exemple des canicules qui sont plus graves qu'on a pensé, les gens qui travaillent sur la biodiversité là, avec des points de bascule qui arrivent beaucoup plus rapidement que possible. Donc moi, à chaque fois que je vois ça, chaque année et même tous les jours quand j'ai des nouveaux rapports, il n'y a jamais des bonnes nouvelles, je me dis ça me force en tant que scientifique du social à être prudent. C'est-à-dire, vous savez quoi, on va prendre comme hypothèse qu'on n'aura pas ces technologies. Si on les a, trop bien. Ça nous permettra d'aspirer le CO2. Peut-être qu'une fois qu'on les a, on pourra produire plus. C'est comme ces histoires d'avions à hydrogène. Les gens disent on peut continuer à voler parce que les gens développent des avions à hydrogène. S'il y avait non. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à découpler les activités de l'aviation commerciale et les émissions. Vu qu'on veut faire baisser les émissions, ça veut dire qu'il faut moins voler. C'est simple. Il y a 1000 façons de le faire et de l'organiser. Il y a des façons plus justes, moins justes, mais il faut moins voler. L'argument de dire qu'il y a certaines entreprises qui sont en train d'investir dans l'avion à hydrogène, je fais très bien pour elles. Le jour où tu me montres un avion à hydrogène qui peut voler à la place d'un autre avion et que véritablement toute la flotte.
Exactement, que Pour tu peux tout le remplacer monde. la flotte pour tout le monde, que tu n'as pas juste déplacé le problème où tu n'as plus d'émissions, mais tu as une empreinte matière, une empreinte eau ou quoi. Le jour où on fait L'hydrogène à ça, base de fracturation de méthane, bon, voilà. c'est ça, le jour où tu 97%. fais ça, bah, là, pas de problème. On peut se dire, ok, trop bien, on peut réouvrir des lignes. Ouais. Il n'y a pas de souci. Mais là, il faut en fait créer cette espèce de réflexivité économique qu'on Mais n'a pas aujourd'hui. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit, est-ce que ces mégalos qui sont tout au-dessus vont pas vouloir se garder la part du gâteau? Cette idée d'avion à hydrogène, c'est pour que eux continuent à voler. C'est pour que le mec dans son jet privé, un Bernard Arnault, parce que oui, l'avion à hydrogène pourra, entre guillemets, vu la moteur qu'ils sont en train de faire, voler, je crois qu'il ne dépasse pas les 2000 nautiques, il ne peut pas traverser l'Atlantique. Mais si tu as quelqu'un qui est à Londres et qui se dit, je veux toujours aller à Cannes tranquillement me poser, il aura son avion. Et c'est ça qui fait flipper. J'ai l'impression qu'ils sont en train de construire quelque chose. Alors peut-être que dans leur tête, ils se disent, c'est tranquille, on le développe. C'est un gros investissement qu'on va récupérer parce qu'on va remplacer l'aviation au pétrole, au kérosène par l'hydrogène. Donc monsieur, madame, tout le monde pourra continuer à aller à, je sais pas, à Malaga en Ryanair à hydrogène. Mais moi, je me demande, tiens, est-ce que c'est pas simplement les riches qui disent non, mais tranquille, nous, on veut simplement notre modèle de substitution, en sachant qu'ils sont complètement, tout comme les mecs dont tu me parles de la Silicon Valley que Cyril Dion a rencontré, ils sont directement liés au système. Un bunker, tu peux pas rester pendant 30 ans dans un bunker. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu as besoin du système Terre, tu as besoin de l'extérieur. Et c'est cette notion de ensemble, on va plus loin, qu'alors que tout seul, tu vas plus vite. Donc ouais, tous ces gens vont vite. Peut-être que les milliardaires se disent on veut notre truc, mais est-ce qu'ils ont conscience? C'est quoi? Est-ce que c'est une forme de déni? Est-ce qu'ils ont conscience que c'est un leurre? C'est pas possible, tu vas pas me dire que ces mecs sont pas accompagnés. Ils ont quand même des têtes autour d'eux. Tu sais, c'est Bolloré, Bernard Arnault, ces gens-là, c'est Elon Musk. Elon Musk qui est réputé pour être un des mecs les plus pour être un des mecs les plus intelligents du monde, à part fracturer encore plus la société américaine depuis qu'il a repris Twitter. Et Zuckerberg, tu vas pas me dire qu'il côtoie pas des gens qui leur disent, ok les gars, votre bunker, ça va pas vous servir à grand chose sur le long terme. Ok, il va y avoir beaucoup de souffrance et vous êtes directement intrinsèquement lié à absolument toute la population mondiale. On dirait que, tu vas pas dire que c'est pas possible, je peux pas croire qu'ils savent pas. Alors, la triste vérité, je pense que si tu es aujourd'hui super riche, que tu as une trentaine, quarantaine d'années, les effets du changement climatique, t'es bien, tu les sentiras jamais. Si ça arrive dans une région, tu iras dans une autre région, tu auras les moyens de te protéger, ça coûtera énormément cher. Donc peut-être que ces personnes, elles ne sont pas confrontées, ou si elles commencent à avoir des enfants, là c'est pour ça, il y a l'éveil de se dire « Ah bah merde, quel monde je vais laisser à mes enfants ». Si ces personnes habitaient au Pakistan aujourd'hui, autant dire qu'elles n'auraient pas le même discours. Et c'est ça, pareil, sur l'avion, il y a une espèce de double trappe, on ne se rend pas compte, mais c'est moins de 10% de la population mondiale qui est déjà montée dans un avion. Donc rien que ça, nous, quand on imagine dans notre concept, dans notre imaginaire du tourisme comme bien inaliénable, de se dire « Ah bah, moins voler, mais ça veut dire c'est monsieur et madame tout le monde qui va moins voler ». Mais non. Non, il y a moins de 10% de la planète qui est déjà montée dans un avion. Donc déjà, voler est un privilège qui est c'est d'où les émissions de carbone par rapport à ce petit pourcentage de la population. Il est immense alors si tu regardes à l'échelle. C'est ça, il est immense. Donc aujourd'hui, la question, et on en revient vraiment à ça, soit on prend dans un scénario de compétition, de survie, où on va chacun essayer de faire des trous dans le sol avec des armes et des ressources et essayer d'espérer que ça ira. Moi, je ne pense pas que ça soit vraiment un scénario qui va fonctionner parce qu'aujourd'hui, le seul moyen de nous sortir de cette crise, c'est l'entraide, c'est le partage, c'est de se dire, ok, on a un défi qui est collectif, on a des budgets écologiques limités, il va falloir qu'on travaille ensemble pour arriver à sauver cette espèce de patrimoine écologique. Et tu l'as très bien dit, hein, c'est la branche sur laquelle l'économie est assise. Si l'économie du vivant cesse de fonctionner, l'économie tout court s'arrête aussi. Donc là, c'est dans notre intérêt, mais c'est dans l'intérêt dans l'optique de l'économie du bien commun, pas dans l'optique si tu es une seule entreprise, si tu es Total, et que bah, toi, ce que tu veux faire, c'est maximiser tes profits pour maximiser ce qu'ils appellent le bien-être des actionnaires, bah, oui, tu t'en fous du changement climatique. Toi, tu as un objectif de très court terme. Et là, c'est une histoire de règles de jeu de l'économie. Et là, c'est vraiment, on rentre dedans. Moi, en tant qu'économiste, je me dis quelles sont les règles du jeu qui ont façonné cette façon de penser et ces pratiques. Et comment est-ce qu'on les change? Donc là, je te donne juste un exemple à chaud pour Total. Ouais. Et bah, on passe d'un statut d'une entreprise privée à but lucratif. Donc légalement, dont la raison d'être est de générer du profit et de le distribuer à des actionnaires. Tu passes de ce statut à ce qu'on appelle une entreprise à lucrativité limitée qui ne peut pas faire ça. Donc légalement, l'entreprise à lucrativité limitée ou l'entreprise à but non lucratif n'a pas le droit que tout profit soit approprié de manière privée. Les profits, elles vont à une fondation, c'est un petit peu ce qu'a fait Patagonia. Et ces profits sont réinvestis dans l'activité
où donc la plupart du temps ça se fait aussi dans des coopératives, donc tu as une gouvernance qui est beaucoup plus démocratique. Si aujourd'hui on transformait Total en coopérative démocratique à lucrativité limitée, Total pourrait prendre la décision qu'elle aurait déjà dû prendre depuis longtemps, de dire ok, nous on désinvestit complètement dans toutes les énergies fossiles et on entreprend le démantèlement de une grande partie de notre activité pour suivre ce que les scientifiques du GIEC nous disent, le fait que la majeure partie des énergies fossiles, des réserves connues, doit rester sous le sol. Donc ça devient la nouvelle raison d'être de Total, plus d'extraire, mais de protéger de l'extraction. Et ça, on peut le faire seulement si on met les profits de côté et de dire même si c'est extrêmement lucratif, on ne va pas le faire parce qu'en ne le faisant pas, on va créer plus de valeur sociale et de valeur écologique. Transformer Total en ASBL. En Belgique, on appelle ça des ASBL, associations sans but lucratif. C'est génial. Et donc, en fait, tant qu'on a des sociétés privées, ça n'ira pas, en fait. Et que leur mission est de faire du profit. À partir du moment où ta société est de faire du profit, comment tu veux découpler, décroître? C'est ça. Donc moi, j'aimerais bien qu'on se débarrasse de 3 impératifs d'enrichissement à 3 niveaux différents. Donc, la maximisation du PIB à l'échelle d'un pays, la maximisation des profits à l'échelle d'une entreprise, la maximisation des revenus à l'échelle des individus. Ça fait peur, ça. Ça leur fait peur. Il faut vraiment faire beaucoup de pédagogie pour expliquer à quelqu'un qui va devoir réduire sa part de salaire ou l'arrêter. Ouais, mais je te donne un exemple. Moi, j'ai pas mal étudié l'immobilier à Vienne. Alors, ça paraît ultra, mais c'est ultra spécial parce que Vienne, une capitale européenne, 60% de l'immobilier, c'est du logement social et le reste, c'est organisé par de l'associatif à but lucratif. Par la loi, si tu veux être acteur de l'immobilier à Vienne, tu n'as pas le droit d'être une entreprise privée à but lucratif. C'est un secteur qui est juste protégé, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que Vienne a les loyers les moins chers des capitales européennes et l'une des plus hautes qualités du logement. Pourquoi? Parce que tous les profits qui ont été faits, toute la valeur qui a été créée dans l'immobilier, elle ne peut pas être distribuée à des individus, elle doit être réinvestie dans la qualité du logement. Selon une logique. C'est génial pour lutter contre les inégalités sociales. C'est génial. Et c'est une logique qu'on pourrait commencer par appliquer à tous les secteurs clés, la santé, l'éducation, donc le logement, l'alimentation, l'énergie, les télécommunications. Et au final, moi, je ne vois pas de raison pourquoi cette logique, qu'on retrouve un petit peu dans l'économie sociale et solidaire en France, ne pourrait pas s'appliquer à l'ensemble de l'économie. Si on croit vraiment en cette idée que l'économie, le but, c'est le bien-être, comme nous disent même les économistes les plus néolibéraux, ils disent non, à la fin, si c'est le bien-être, pourquoi ne pas avoir des structures qui recherchent directement le bien-être? Au lieu de se dire non, nous, c'est des structures qui recherchent le profit, mais il y a une corrélation entre profit et bien-être. Ça, on sait que c'est du bullshit. Donc, regarde ce que tu as en tête. Il est important de ressouligner ce que tu viens de dire. Le bullshit, c'est le lien entre la croissance économique et le bien-être. C'est ça. C'était le cas à un moment. Aujourd'hui, les études démontrent que c'est faux. On est d'accord. C'est ça. C'est ça, on appelle souvent le paradoxe d'Esterlin. Après un mec, Richard Esterlin, en 1974 déjà. Il faisait une étude de plusieurs pays et il comparait le PIB par habitant et le bonheur. Et il s'est retrouvé toujours avec des courbes comme ça. Donc au début, tu as la corrélation, tu augmentes le PIB par habitant et ça augmente le bonheur parce que tu es ultra pauvre et d'un coup, tu as accès à des trucs trop bien. Mais à partir d'un certain seuil de PIB par habitant, quand tu as accès, tu as des routes, tu as des entreprises, tu as des hôpitaux, tu peux continuer à augmenter le PIB, mais le bonheur va stagner. À l'époque, c'était juste un indicateur, donc bien-être subjectif, le bonheur. Tu demandes aux gens, un questionnaire, est-ce que vous êtes heureux d'une année à l'autre? Et tu regardes ça. Aujourd'hui, on a des études qui comparent plein d'indicateurs plus objectifs, l'espérance de vie, la qualité de la démocratie, l'accès au logement, tout ce que tu veux. Et on voit les situations de plateau. Donc aujourd'hui, dans un pays comme la France, c'est le cas pour tous les pays hauts revenus, on est largement au-dessus, on est dans une situation où en fait tu peux continuer à augmenter ton PIB, ça ne fera pas augmenter l'espérance de vie, la qualité des services publics ou des choses comme ça, ou même parfois tu peux avoir une croissance qui est contre-productive, comme aux États-Unis, où tu as une économie qui est soi-disant florissante en termes du PIB, mais tu as une espérance de vie qui baisse. Donc là on comprend bien, si ton économie elle s'agite pour faire de la malbouffe, de la publicité pour la malbouffe, des trucs comme ça. Pousser à l'addiction quoi. Et tu vas créer de la valeur économique, mais ça va se faire avec des coûts sociaux, là par exemple en termes d'obésité et des coûts écologiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui vont être désastreux. Et donc là on retombe sur ce qu'Herman Daly, l'un des pionniers de l'économie écologique aux États-Unis dans les années 70, a appelé la croissance anti-économique. En fait là c'est complètement absurde parce que tu t'agites pour faire un truc mais tu crées plus de coûts que de bénéfices. Donc ça, si tu étais une entreprise individuelle, on me dirait ton business model en fait, ça sert à quoi? Ça marche pas, reste chez toi. Donc aujourd'hui, il y a énormément de secteurs de l'économie qui devraient rester chez eux. En fait, on devrait leur dire, les gars, vous créez tellement de coûts sociaux et écologiques qu'on devrait vous payer pour juste rester en vacances. Et justement, c'est pas parce que, de nouveau, je reviens avec ça, est-ce que c'est pas parce qu'il enrichit une petite fraction de la population
donc les fameux 1%, qui ont considérablement augmenté leur fortune pendant le Covid, et qui fait qu'on se dit, ouais, de toute façon, allez-y, poussez encore, voilà, poussez les gens à leur paroxysme. Nous, tant qu'on continue à s'enrichir, est-ce que aujourd'hui, ce n'est justement pas le modèle on a compris qu'il ne sert plus les gens, il ne sert plus le commun des mortels, il n'est plus couplé du tout, peut-être certainement au début, mais en tout cas à cette notion de bonheur et de bien-être et de santé, mais qu'en fait, simplement, ça sert à des gars tout au-dessus de continuer à augmenter d'un zéro leur fortune. Ouais. Donc ça, pendant longtemps, on avait un petit peu la fable néolibérale de la théorie du ruissellement. Oui. Où, d'accord, la richesse est appropriée par les plus riches, mais au bout d'un moment, ça va ruisseler vers le bas. Donc ça, c'est faux. On sait maintenant empiriquement, c'est faux. Même théoriquement, tu vois, ça tenait pas la route. Pourquoi je te demande d'appuyer ça? C'est parce qu'en Belgique, on a des personnes importantes en termes de politique qui axent tout leur narratif politique autour de ces mensonges-là. Ouais. Et des gens y croient. Bah, des gens y croient, mais après, tu regardes, moi, j'arrive pas à expliquer, sinon comment est-ce qu'on fait dans un pays comme la France, où tu as une croissance économique qui est positive, tu as la pauvreté aussi qui augmente. Tu sais, c'est quand même ultra bizarre. Parce que si à la limite, la croissance économique, c'était juste la croissance de tous les revenus qui sont en bas de l'échelle, moi je dirais il n'y a pas de souci. On le fait. Mais même d'ailleurs, si on faisait ça, ça ne servirait à rien de le faire pour toujours. Ça ne servirait à rien que la croissance soit exponentielle. Il faudrait le faire juste pour que ces personnes-là, qui sont dans une situation de précarité, arrivent à se rehausser au-dessus de ce qu'on appelle les planchers sociaux. Voilà. Mais après, ça ne servirait à rien de continuer à s'agiter. Et là, je vais introduire un point. Moi, c'est vraiment ce qui m'a... C'est le point de départ du livre. Hein. Pour moi, c'est... Tu parlais tout à l'heure de définition de la croissance économique. La croissance économique, c'est pas le progrès, c'est quelque chose d'ultra précis, c'est l'augmentation du produit intérieur brut. Okay. Produit intérieur brut. Et ça, donc le l'histoire PIB. du PIB ici. Hein. Ouais, Vas-y, continue. Je fais tout l'histoire. Et donc le PIB, c'est un indicateur qui est ultra spécifique. Donc, alors officiellement, ça mesure les niveaux de production et de consommation d'une économie. Et pour les mesurer, en fait, parce que ce serait ultra difficile de venir compter, je sais pas, les voitures, les heures de podcast, le nombre de... Tu vois, tu peux pas. Donc, tu agrèges en fonction des valeurs monétaires. OK ? Et donc, c'est là que quand on parle, les gens disent la croissance économique, c'est une création de valeur. Parce que ça mesure la valeur ajoutée, ce que disent les économistes. Et là, il y a une grande confusion de se dire que la valeur ajoutée, c'est forcément de la richesse. Je te donne un exemple. Disons qu'aujourd'hui, on a un accès gratuit à Wikipédia. Okay, c'est à peu près gratuit, Wikipédia, c'est un commun digital. Donc, tu as besoin d'accès à la connaissance, tu tapes sur Wikipédia. On va dire que maintenant, Elon Musk achète Wikipédia. Il achète, il le privatise. Et maintenant, tu dois payer, je sais pas, 2 € chaque fois que tu vas accéder à un article. Et bien là, ça va créer énormément de valeur ajoutée. Ce sera de l'activité économique. Mais est-ce qu'on se sera vraiment enrichi? Non, parce qu'en fait, lui, on aura... Oui, déjà. lui, oui, c'est clair. Mais nous, en fait, on aura perdu accès. Donc là, on se rend compte que la croissance économique mesurée par l'espèce d'agitation monétaire, elle ne fait pas la différence entre la valeur qui est vraiment ajoutée, c'est-à-dire produire un truc qui n'existait pas avant. Genre, tu avais besoin de boire, tu buvais dans tes mains et d'un coup, tu produis un verre. Trop bien. Ben là, ça a vraiment résolu un besoin, tu vois. Et la croissance qui est juste appropriée. Au-delà de se dire, ah bah tiens, moi, je vais prendre quelque chose qui était gratuit, je vais le privatiser, je vais le marchandiser et je vais le vendre. Et c'est pour ça que là, on parle souvent du pouvoir d'achat. Il faut protéger le pouvoir d'achat, mais on ne parle jamais du pouvoir de vente. Parce que ça, c'est quelque chose de se dire, il y a certaines choses qui ne devraient pas être marchandisées. On a vu l'immobilier. Est-ce qu'on devrait autoriser les entreprises à but lucratif de faire de l'investissement dans l'immobilier? De se dire, bah voilà, nous, on va organiser le placement de la richesse des riches qui vont acheter des appartements et des maisons pour les louer à des pauvres et s'enrichir dessus. Ouais, c'est ça. Tu vas conserver le même système. Tu vas le perdurer. Alors que moi, la solution de la décroissance, qui est aussi très proche de la solution de l'écosocialisme... On y arrive maintenant, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Allons-y, justement. C'est quoi cette approche quand tu parles de la décroissance avec l'écosocialisme? Ouais, bah c'est de se dire on va démarchandiser une partie de l'économie. Alors là, c'est un gros mot, démarchandiser, mais par exemple, si on prend l'immobilier à Paris, ou je ne sais pas comment c'est à Bruxelles, mais j'imagine que c'est similaire, et on va se dire, bon, on va même commencer plutôt par la santé, parce que là, c'est facile. On prend le prix des médicaments, on se rend compte que les labos pharmaceutiques se font bien plaisir. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises privées à but lucratif et que leur raison d'être, c'est de faire du profit. Donc bien sûr, quand ils te vendent un vaccin sur le Covid, ils vont pas faire « écoutez les gars, ça nous a coûté 12 € à produire, donc on va vous le vendre à peu près au prix de production. On prend en compte bien sûr les salaires, machin. » tout, quoi. Non, on est en situation de monopole, donc on va vous le vendre au prix où on peut vous le vendre pour s'enrichir au maximum. Problème. Mais si d'un coup on dit « ok, le but de ce secteur de la santé, c'est pas de générer des profits. » C'est de maximiser la satisfaction des besoins. L'humain, au milieu. C'est ça. Et une partie de la satisfaction des besoins, c'est l'accès à la santé. Surtout aujourd'hui, des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat, donc ils n'ont pas accès à la santé. Et bien là, en fait, on voit
par exemple, si on dit, bon, bah, à partir de maintenant, la santé, c'est du non lucratif. Ouais. Donc là, on arrive d'une certaine manière, on démarchandise, c'est-à-dire démarchandiser, ça veut toujours dire prendre la gouvernance de quelque chose qui est aujourd'hui décidé, qui est planifié par les propriétaires, les gestionnaires et les actionnaires de certaines entreprises, donc de manière une minorité, et de dire on va maintenant gérer ça en commun. Là, c'est le mot ultra important, gérer ça en commun, plus démocratiquement, où on va se dire ok, ça c'est les prix des médicaments, et ben, combien est-ce qu'on veut être payé, c'est quoi l'écart des salaires acceptables pour les gens qui travaillent. Si on veut revaloriser le salaire des aides-soignants, ben, c'est normal qu'on augmente un petit peu voilà, le prix des choses, mais ça c'est une décision démocratique. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une planification plutocratique. Et là, je rajoute pour dire que souvent, quand on parle de planification, les gens ils pensent Union soviétique. Ils se disent le capitalisme, il n'est pas planifié, et alors que le communisme, il est planifié. C'est une planification aussi, le capitalisme. Exactement. Ouais. Toute économie est forcément planifiée, et toute chose est forcément rationnée. La différence, c'est qu'aujourd'hui, dans un système capitaliste, on a un rationnement par les prix. Tu vois, le nombre de Ferrari... Qui frustre. Il est rationné en fonction du pouvoir d'achat. Voilà. D'ailleurs, l'accès au carbone. Donc, t'imagines, on a un budget carbone global. Ouais. L'accès à ce budget carbone est rationné par les prix. Elon Musk, s'il veut, peut acheter une grande partie du budget carbone de la planète Terre. Ce que Google fait constamment. Ce que toutes les grandes entreprises font. Neutre en carbone depuis 2007, voilà l'achat de crédit carbone. Quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est flippant. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de perpétuer, de continuer ce système-là, parce que forcément, tu as le capital, tu peux t'acheter autant de crédit carbone que tu veux. Et de l'autre côté, ben, ceux qui doivent fondamentalement se développer. Je parle d'un hôpital à Dakar, au Sénégal, au Congo, n'importe quoi. Ben, eux sont, quoi qu'il arrive, malheureusement, dans une situation où ils ne peuvent pas le faire. C'est comme ils n'auront pas. Ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour accéder à leur quota du budget carbone global. Donc l'alternative à ça, c'est de se dire... On dirait une arnaque à l'échelle planétaire, quoi. C'est une arnaque à l'échelle planétaire. Ah mais moi, c'est comme ça que je le vois, et vraiment, ça fait 15 ans que j'étudie l'économie, ça fait très théorie du complot, et moi j'ai appris l'économie néoclassique quand j'étais en licence, j'y croyais à la croissance verte, j'avais des tendances très pro-capitalistes au début, parce que c'était une fable qui avait du sens pour moi, c'était ces histoires du raisonnement, de ruissellement, ces histoires de l'avidité personnelle, à travers la logique des marchés, va nous pousser vraiment à l'innovation à travers la compétition. Ça marchait, tu vois, dans les modèles mathématiques, ça avait du sens. Mais en fait, quand tu creuses un petit peu, et quand tu écoutes les psychologues, les philosophes, les anthropologues, les historiens, et que tu sors un petit peu de ton silo économique, tu te rends compte que cette fable, elle n'existe pas. Tu vois, c'est le Truman Show de l'économie. C'est pas la véritable réalité, c'est la réalité d'un modèle. Nous sommes irrationnels. Nous sommes irrationnels, et surtout, nous sommes une espèce qui s'organise principalement à travers l'entraide et pas à travers la compétition. Et très souvent, on peut avoir... Toute notre histoire de l'humanité, ça a toujours été ça, principalement. Voilà, c'est ce qu'avait montré Pablo Servigne dans son livre sur l'entraide, que je recommande vivement. Donc ça, aujourd'hui, l'économie, il ne faut pas oublier, l'économie, c'est un protocole social qui nous permet de nous contenter, de satisfaire des besoins ensemble, mieux qu'on aurait pu le faire tout seul. C'est pour ça qu'on organise une économie. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en associant l'économie à la compétition, on a un petit peu oublié à quoi ça servait dès le départ. Au début, l'économie, c'est un phénomène de coopération. On va dire, OK, on divise un petit peu le travail, on fait ci, on fait ça, comme ça on peut organiser des trucs. Alors qu'aujourd'hui, on a complètement l'impression que l'économie, c'est des pays qui se font la guerre entre eux pour des parts de marché, c'est des entreprises qui font la même chose, c'est des individus qui protègent leur pouvoir d'achat quand ils achètent, quand ils vendent leur maison, quand ils choisissent quoi étudier. Mais je reviens juste sur cette histoire de budget carbone, donc le rationnement par les prix aujourd'hui, si on admet que c'est pas juste, c'est facile, je pense que moralement on peut arriver à justifier que c'est pas juste que ce soit les personnes aujourd'hui les plus vulnérables et qui ont le plus besoin d'avoir accès à ce budget carbone qui ne puissent pas l'utiliser juste parce que c'est des gens pauvres. Et bien ensuite, il faut se poser une question, comment est-ce qu'on divise un budget carbone global? C'est ça la planification démocratique, c'est ça la logique du commoning, la logique des communs. Et ben, c'est de se dire, je ne sais pas, par exemple, ça on peut diviser en fonction de la population, on peut prendre en compte les dettes climatiques, on peut prioriser en fonction des besoins, et ça on le fait déjà. Regarde le don d'organes. Le don d'organes, on ne l'a pas marchandisé. C'est pas rationné par les prix. Si tu as besoin d'un rein, t'es dans la liste. T'es dans la liste. Que tu sois riche ou pauvre, t'es dans la liste. Que tu sois riche ou pauvre. Si tu as un enfant, tu vas passer devant sur la liste. Si tu es en urgence, tu passes devant. Donc il y a des protocoles de rationnement. C'est ça. Et si tu as une maladie, excuse-moi, si tu as un cancer, il y a certains cancers qui demandent des traitements qui coûtent très cher, qui sortent complètement de la mutualité. Alors nous, en Belgique, on est très bien lotis, on investit énormément, je crois qu'on fait partie du top des pays au monde en termes d'équité pour aider les personnes. Mais malgré tout, à un moment donné, il faut des traitements qui coûtent très cher. Et ces traitements, à moins de faire un Tipeee et d'essayer de faire un maximum de bruit sur les réseaux, tu ne sais pas te le payer. Mais un riche millionnaire, les doigts dans le nez. Donc ça aussi c'est une problématique. Mais là... Excuse-moi, je t'ai interrompu. Ouais, non, mais tu fais bien parce que
de quoi on a besoin, par exemple, euh, pour donner ces soins médicaux. Parce que les gens disent, oui, on a besoin de s'enrichir pour pouvoir avoir accès à la santé. Mais non, on a besoin de s'enrichir pour donner l'argent à des gens qui vont te procurer des soins. Mais si on organise l'allocation de ces soins d'une différente manière, comme on le fait d'ailleurs pour certaines choses, qui sont incluses dans une logique de sécurité sociale, ça on pourrait l'étendre à d'autres choses, comme les gens parlent de la sécurité sociale de l'alimentation, de certaines personnes parlent de la sécurité économique. Donc on pourrait se dire, bon tiens, au lieu de dire que chaque personne va devoir aller gratter son petit pouvoir d'achat pour, dès qu'il tombe malade, aller donner cet argent à une entreprise à but lucratif qui va te vendre un traitement hors de prix, on se dit non, on socialise un petit peu ces processus de production pour en démocratiser l'accès et surtout pour être sûr que les coûts de production restent, que les prix restent toujours proches des coûts de production. Moi, c'est ça qui m'embête un petit peu dans le capitalisme, c'est que les acteurs, en fait, ont des incitations à créer un espace entre les coûts de production et les prix, parce que ça, c'est la définition du profit. Ouais. Et donc, si tu es une entreprise à but lucratif, tu as toujours tendance à pousser les prix vers le haut. Et là, bien sûr, quelqu'un va te dire « Non, mais Timothée, tu déconnes, t'as pas vu les modèles de compétition, si tu pousses tes prix trop haut, tu vas te faire avaler par là. » Mais quand tu regardes la santé, les labos pharmaceutiques, c'est pareil, Total, c'est des situations de monopole. Complètement. Donc là aussi, la fable de la compétition, de la concurrence pure et parfaite sur les marchés efficients avec des entreprises, ça, elle existe que dans le Truman Show de l'économie néoclassique. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. C'est tellement complet. C'est un des talks les plus intéressants que j'ai eu à voir. J'ai eu Jean Covici. Ça me fait plaisir. On sourit avec le réalisateur. C'est un des meilleurs talks. J'espère que les personnes apprécient. À quoi ressemblerait ce monde? Prenons maintenant tout d'un coup, bam, la DeLorean. J'espère que vous avez la ref quand même. Et j'espère que tu as la ref aussi. On prend la DeLorean, on va dans le passé, et puis on se dit, ok, le monde était comme ça. Ça nous permet d'avoir des points de repère avant cette explosion, cette utilisation de l'énergie abondante. Ouais. On revient ici, on se dit, ok, on comprend vers où ça se dirige parce qu'on a vu un peu avant. Et on part dans le futur, en partant du principe qu'il y a eu un moment donné où Marty McFly, il a activé la décroissance dans le monde entier. On arrive dans quel monde? Déjà, tu arrives dans un monde où il n'y a plus de pub. Ça fait bizarre. Tu t'imagines, tu ouvres un site internet, il n'y a pas de cookies. Parce que les cookies, ça sert à quoi? Juste à approprier en fait, des données personnelles pour vendre à des sites publicitaires. Même vous êtes plus de pub en regardant cette vidéo alors. Ouais, super. Ouais. Donc là, tu arrives dans une société où en fait, il n'y a plus d'incitation à consommer. Parce que la consommation est basée sur les besoins. Tu n'as plus de supermarché non plus. Tu as des coopératives de consommation où les gens, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un village, décident, ok, ça, ce genre de produit, nous, on va consommer, l'agriculture biologique, de proximité, mais ce genre de truc, nous, on ne cautionne pas. Donc, on ne le veut même pas dans notre coopérative de consommateurs. On ne peut même plus, d'une certaine façon, parce que tes pommes de terre qui viennent d'Égypte, qui doivent être transformées en Belgique, qui repartent au Japon, ce genre de truc, dans un monde de décroissance, c'est difficile. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, au niveau de la consommation, c'est une consommation qui est beaucoup plus frugale. Donc, aussi, tu te rends compte que, moi, j'imagine, là, on sortirait dans la rue. Ouais. Déjà, on aurait débétonné. Parce que pourquoi on a. Pensée, imagine, on sort, déjà, on aurait débétonné une grande partie. Parce que si on a autant de béton, c'est principalement pour faire les voitures. Mais les voitures, on sait que c'est un modèle de mobilité qui est non seulement inadapté aux villes, et qui est complètement climaticide. Donc, moi, j'ai habité à Stockholm, j'ai habité à Amsterdam. Tu te déplaces en vélo. Là, j'ai vu les transformations à Paris, là, sur les dernières années, où vraiment, ça devient agréable de faire du vélo. Là, tu pousses ça pendant plusieurs décennies, et tu es dans des villes avec des vélos cargo. Toutes sortes une diversité de vélos, des vélos partagés, façon Vélib comme on a à Paris. Beaucoup plus de gens dans la rue, quoi. Les gens sortent de leur véhicule, donc on a un peu plus de personnes qui se baladent comme ça. Je reste dans cette expérience de pensée. On a débétonné, très bien. On a ramené la biodiversité dans les villes. Donc là, on se rend compte que ça sert à rien de bétonner une ville, ce qui fait que pendant une canicule, il va faire ultra chaud, donc il faudra mettre des climatiseurs. On se rend compte qu'avant, avoir des arbres en ville, ça refroidit ta ville, c'est des climatiseurs naturels. En plus, ça te permet d'avoir un habitat de la biodiversité, donc tu as des abeilles qui vont venir polliniser, donc tu peux avoir des jardins partagés. Des jardins partagés, au moins un par quartier. Pourquoi? Parce que ça te crée une résilience alimentaire, et on se rend compte aussi que les gens, ils adorent. C'est des points de rencontre, où tu peux organiser les discussions sur la coopérative d'usagers. Tu peux faire par exemple un atelier de réparation vélo. Associé à ça, c'est là où tu peux avoir des buanderies communes, tu peux créer une monnaie locale. Parce que une société de décroissance, c'est une société où on prend des décisions ensemble.
Et pour prendre des décisions ensemble, il faut qu'on ait des endroits où on puisse se rencontrer. Donc il faut complètement repenser l'urbanisme. Aujourd'hui, tu as l'endroit où tu vas consommer, l'endroit où tu vas en vacances, l'endroit où tu dors, l'endroit où tu travailles, l'endroit où tu étudies. Là, tu recentres cet urbanisme avec le concept de la ville de 15 minutes, où tout ça doit toujours être à moins de 15 minutes d'accès à pied ou en vélo. Donc tu crées des espèces de petits îlots qui vont permettre en fait une démocratie locale participative qui ensuite peut s'agréger au niveau représentatif avec des fédérations de quartiers, de villes, de régions ou quoi, qui vont nous permettre en fait de muscler notre démocratie pour faire toutes ces décisions, de se dire « Ah bah tiens, merde, cette année, là, on voit que le budget carbone, il est un petit peu réduit parce que bon, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc on se rend compte qu'on va être là à 120% de notre utilisation, donc il faut réduire. Bah, qu'est-ce qu'on coupe? Bah là, d'un coup, on peut regarder parce qu'on a fait des listes, on a des bonnes données un petit peu sur les pressions environnementales de chaque produit, et on peut se dire, bon bah ça, c'est pas complètement essentiel, donc ça, on peut se permettre d'en faire moins, ou de se dire ça, on le produira l'année prochaine, on n'a pas besoin de le produire maintenant, c'est un projet qu'on peut repousser à l'avenir. Donc pour moi, c'est une économie où on passera beaucoup plus de temps à s'organiser, et beaucoup moins de temps à travailler, hein, c'est ça. Aujourd'hui, on travaille donc, je sais pas, plus de 35 heures, entre 35 et 40 heures en moyenne par semaine. Donc d'emploi salarié. Du temps, mais on va moins d'emploi, mais plus de travail participatif, d'aide. Il y a le voisin qui veut refaire sa toiture, on va tous l'aider à refaire sa toiture. Le voisin est super doué en plomberie et tous les plombiers vont venir te filer un coup de main. Ils sont encore. En fait, tu avais parlé de monnaie locale, mais ça ressemble à quoi, par exemple, le divertissement là-dedans? Bah, moi, une partie de foot, ça restera, de toute façon, jouer au foot. Non, mais même ça, tu veux jouer au foot à Paris, les terrains de foot, ils ont été privatisés, achetés par des entreprises, maintenant qui louent leur accès. Ouais, c'est vrai. Donc par joueur, après, tu dois payer 12 balles juste pour jouer 1 heure au foot. Là, on voit exactement un processus de valeur attribuée, donc ça, c'est une marchandisation. Moi, j'aime beaucoup, hein, c'est David Harvey, un historien marxiste, il appelle ça l'accumulation par la dépossession. Donc avant, tu avais ton terrain de foot qui était peut-être payé par la municipalité, financé d'une manière démocratiquement acceptable, hein, en décidant on taxe peut-être un peu plus les riches, peut-être un peu les entreprises qui en bénéficient, on trouve un moyen de le financer. Aujourd'hui, les entreprises, elles approprient, elles dépossèdent les usagers, et ensuite, elles disent, si tu veux continuer à jouer au foot, tu payes. Pour payer, maintenant, il va falloir donc que tu aies un emploi salarié. Si avant, tu étais bénévole, je sais pas, tu prenais soin des personnes âgées du quartier, tu avais organisé la monnaie locale, tu faisais des podcasts, tu peux plus te permettre d'avoir accès à cette chose qui était importante pour ta qualité de vie. Et donc, tu dois rentrer dans le système pour gagner un pouvoir d'achat. Mais plus les grandes entreprises s'enrichissent, plus elles peuvent approprier les choses et donc déposséder des gens qui, eux, doivent se retrouver dans la situation où ils doivent vendre leur travail juste pour gagner de l'argent, pour pouvoir, en fait, avoir accès aux trucs dont ils avaient déjà l'accès. Donc là, on comprend que oui, si on arrive à démocratiser la gouvernance des infrastructures sportives en général, ça va nous permettre d'avoir accès à beaucoup plus de diversité, des meilleurs terrains de foot ou quoi. De la même comparaison, de se dire on aura un immobilier viennois à but non lucratif qui est de bien meilleure qualité qu'à Paris, qui est futuriste, hein, c'est la science-fiction en termes de rénovation thermique ou quoi, parce qu'à Vienne, vu qu'à chaque fois qu'ils créent de la valeur, ils investissent dans la qualité du logement, alors qu'à Paris, vu que c'est de l'investissement, une fois que tu l'as, tu le prends de manière privée, tu n'es pas obligé de le réinvestir dans la qualité de ton logement. D'ailleurs, les gens ne le font pas. Pourquoi? Parce que tu minimises les coûts, tu maximises les prix. Si la rénovation thermique coûte cher, si la loi ne te force pas à le faire, balèque, hein, tu ne le fais pas. C'est ça, voilà. Et donc là, on voit que si pareil, on applique cette logique pour le sport, c'est ce concept d'abondance publique qu'on a beaucoup dans la littérature. Donc de se dire, en fait, c'est une société où tu as accès à énormément de choses. Et j'amène un autre concept que j'aime bien, moi, c'est les réseaux de partage d'objets. Les réseaux de quoi, tu dis? De partage d'objets. Ah oui, oui. Donc là, dans le modèle des habitats partagés à Vienne, par exemple, ils construisent, je ne sais pas, une trentaine d'appartements et se disent, bon voilà, on va leur faire une salle, un garage à vélo, où ils peuvent partager leur vélo. Et ça, on va leur faire une salle où ils peuvent mettre leurs outils en commun. Donc chacun met ses tournevis, ses marteaux ou quoi. Et là, tu te rends compte, à un vent, tu étais tout seul chez toi, tu avais, je sais pas, une clé à laine, un marteau. Que tu utilisais une fois dans l'année. C'est ça. Et dès que tu avais besoin d'un truc, fallait acheter un appareil à raclette, Voilà. donc fallait Alors le payer. là, tu descends, tu récupères, tu réserves, tu fais une réservation. Ouais. Tu utilises, tu le ramènes et forcément tout le monde ne va pas se taper une raclette en même temps dans ton Et appartement. imagine la diversité, imagine la richesse. Donc des gens font ça aussi pour certaines affaires. Tu vois, je sais pas, tu as une combinaison de plongée, voilà, des trucs de foot. Il faut casser c'est génial, mais il faut casser l'individualisme par rapport à ça. Il faut à l'école,
sur les réseaux sociaux, en général, essayer de communiquer sur justement cette valeur de collectif. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on est très sur le me, myself and I, tu vois. Ouais. Tu parles anglais, donc tu vois de quoi je parle. C'est moi qui compte et les autres, allez vous faire foutre, façon de Ouais. parler. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, Ouais. tu vois, ce genre de choses. Donc en fait, c'est vraiment tout ça qu'il faut pouvoir transformer. Mais donc ça demande Ouais. de transformer la musique, parce que la musique aujourd'hui véhicule toutes ces valeurs de moi j'y vais tout seul, les films, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est, sauf tout ce qui est peut-être World of Warcraft, il y a de plus en plus de jeux où il y a beaucoup de cette coordination, cette coopération. Mais la plupart des jeux vidéo, c'est tu incarnes un personnage et tu résous tout. Ouais. Ce qu'on montre dans la littérature, au cinéma, c'est beaucoup un gars qui gère absolument tous les problèmes. C'était beaucoup dans les 90s, ça se transforme. Mais donc en fait, ce serait de plus mettre en avant un Sangoku qui a besoin de ses amis. Ouais. Je te donne mes points de Ouais. référence pour faire comprendre qu'en fait, tout doit se passer quoi qu'il arrive ensemble. On Ouais. est bien d'accord. Mais on a combien de temps pour changer les mentalités? Bah déjà, j'adore, tu sais, quand tu me parlais de Sangoku, là, moi, j'allais te faire la référence, disons, on doit passer d'un modèle à la Batman, où tu as genre juste un milliardaire avec sa technologie, à un modèle à plus Avengers, où là, c'est plus une alliance de plein de gens différents qui vont se mettre ensemble pour résoudre un problème. Donc, tu as complètement raison, il faut qu'on arrive à créer une nouvelle culture de l'entraide. Mais je pense que c'est pas, on part pas de rien, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'entraide, c'est la base. C'est la base de toute société. Donc l'économie même, c'est les racines de toute économie, c'est des phénomènes d'entraide. Elle accélère en cas de choc, l'entraide? Ça dépend. Ça C'est dépend pas le comment- choc, c'est pas le problème quand il te tombe sur la tête que tu es tellement dans le stress, tu dis ok les gars, on s'entraide parce que forcément c'est comme si en fait l'abondance nous permettait d'être solitaires, mais la perte d'abondance va nous contraindre d'une certaine façon et parfois un choc réveille très vite les mentalités pour nous transformer. Justement, c'est cette contraction qui va faire que l'entraide va être notre instinct de survie naturel. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Franchement, j'adore cette pensée, on n'en parle pas souvent, mais l'individualisme aujourd'hui, en fait, est un modèle écologiquement impossible. Tu vois, de rester chez toi, de te faire commander de la nourriture, que des gens cuisinent pour toi, que tu aies tous ces esclaves énergétiques. Ouais. En fait, moi j'aime beaucoup les chercheurs, ils appellent ça le mode de vie impérial des économies industrialisées. On ne se rend pas compte, mais notre mode de vie, la façon dont on se déplace, dont on se loge, dont on se nourrit aujourd'hui, demande l'appropriation d'énormément de ressources, dont du travail, dans les pays du Sud. Donc là, en fait, on se dit notre individualisme, c'est-à-dire cette espèce d'impression de liberté, de se dire, moi, je peux vivre tout seul, dépendre de mes propres trucs. Mais mec, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as plus de nourriture au supermarché? T'habites à Bruxelles ou à Paris? En combien de jours cette fable de l'individualisme, on viendrait on viendrait supplier les paysans du coin, on vous en supplie. Et moi, c'est ça qui m'étonne, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Tous les jours, on va au supermarché et on achète des choses, mais on se rend jamais, à travers le processus d'achat, en fait, ça évacue un petit peu la réciprocité. C'est-à-dire que tu me nourris, ok, mais je te paye. Je te paye. Donc on est quitte, c'est ça. Exactement. Je paye pour un service, c'est bon, je ne dois plus rien. Alors que là, ce qu'on doit créer plutôt, c'est des phénomènes d'entraide, des cercles vertueux de réciprocité, qui existent en dehors de l'économie monétaire. Donc par exemple, si là tu vas me dire, écoute Timothée, j'ai vraiment besoin d'aide, est-ce que tu peux me dépanner? Je te dépanne. Bah, tu vas rendre je te dépanne et tu rendras l'appareil à un moment donné. Et vu que ça n'a pas été quantifié, en fait, on ne pourra jamais avoir cette situation où, bah, tu sais quoi, je t'aide à déménager, tu me donnes 15 balles et après on est quitte. Donc en fait, et ça c'était la thèse de David Graeber, l'anthropologue anglais, la dette est le ciment des sociétés humaines. Et donc j'en reviens juste un petit peu à cette idée du réseau de partage d'objets. Tu vois, on a tous ces trucs. Et ça va créer énormément de relations sociales. Et donc, c'est là où on ne se rend pas compte, mais je pense que l'individualisme nous rend misérables. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mon expérience. Les psychologues, les sociologues et les anthropologues nous le disent. Moi, il y a une étude qui m'a beaucoup marqué, c'est cette infirmière australienne qui a travaillé toute sa vie avec des patients en fin de vie. Elle leur demandait, voilà, qu'est-ce que vous regrettez dans votre vie? Et elle a fait une étude comparative, elle a demandé à tout, des jeunes, des vieux, de toutes les cultures, ils ont tous dit la même chose. C'était tous, j'espère que j'aurais aimé passer plus de temps avec ma famille, j'aurais aimé moins travailler, j'aurais aimé apprendre un instrument de musique, faire du théâtre. C'est quoi ma vraie richesse? C'est les fois où je suis tombé amoureux, c'est mes enfants. Personne te dit, putain mais franchement, si je pouvais revenir à 25 ans, là, autant te dire que je prendrais un deuxième boulot et j'essaierais de me faire un petit peu plus de pognon. Là. Donc en fait, humainement, toutes nos motivations, au final, elles sont autour du bien-être, elles sont autour des relations humaines. Donc c'est bizarre qu'on ait une économie qui soit basée sur l'objectif, ça soit de se déconnecter des autres pour atteindre cette espèce
de fable de l'individualisme où j'ai rien à voir avec les autres. Même si on y arrivait, même si c'est théoriquement possible, ben on se sentirait extrêmement pauvre. Et donc, mettre les choses en commun, c'est pas juste une façon de survivre, de sauvegarder de l'énergie, un petit peu comme ça, de se chauffer tous au coin du même feu. Non, mais c'est aussi une façon de se rencontrer, de créer des expériences. Et c'est là qu'on voit que ralentir, c'est pas seulement une façon d'éviter de périr, mais c'est aussi un modèle de société qui va nous permettre de mieux vivre, surtout dans un contexte aujourd'hui où on voit énormément de fractures sociales liées à la crise écologique. Donc moi, la décroissance, c'est pour ça que ça m'a donné envie de l'étudier. C'est pas seulement la réponse pragmatique ou quoi, derrière, il y a une utopie. Il y a l'utopie d'une société qui aurait réussi vraiment à s'organiser de manière conviviale. Tu sais, l'un des premiers journaux, le journal qui a été créé en 2004, ça s'appelait La Décroissance, donc journal de la joie de vivre. Donc ça, on l'oublie souvent. Mais cette transition, on va la faire pour le bien-être aussi. Moi, dans ma définition de la décroissance que je donne dans le livre, je la fais en 5 étapes. Tu sais, c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Et après, dans ma discussion de la post-croissance, je connecte dans le souci du bien-être afin de pouvoir prospérer sans croissance. C'est le dernier élément. C'est un magnifique objectif, ça, pour le 21e siècle. J'ai toujours dit un truc, tu sais, j'ai bossé pas mal avec des Samsung et des machins, ils me disent, ouais, on a 90 000, 100 000 personnes qui travaillent dans recherche et développement, l'investissement, tout le budget. Et je dis, les mecs, juste vous, Samsung, je le cite, juste vous, le facteur humain et l'argent, vous investissez dans le but que ce soit et que ça crée du profit. Donc, développer des technologies qui permettent de créer du profit. Et moi, j'avais dit à l'époque, avant mon gros basculement, qui a fait qu'on a créé cette chaîne limite, j'avais dit au boss, j'avais dit, mais imagine si demain ça sortait du champ du profit. Et qu'en fait, on créait la technologie et on mettait toute notre capacité, tout ce qu'on pouvait faire pour le bien-être humain. Mais purement pour le bien-être, pour la santé. Mais je dis, mais t'imagines le développement, plutôt qu'investir l'énergie dans un téléphone qui change un petit peu chaque année, eh ben non, en fait, t'investis dans un bon truc qui reste longtemps, qui dure et qui est vraiment méga utile. Je ne sais pas c'est quoi, mais et c'est pour ça que ça m'amène à, en fait, toi, tu es un prisme à travers le futur et c'est génial parce qu'on doit avoir tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui, on doit avoir ça en ligne de mire. On doit avoir notre boussole qui doit être calibrée là-dessus, plutôt qu'être calibré sur The Walking Dead ou je vais faire mon bunker, parce que forcément, c'est comme si on se disait, bon, bah, c'est ça que demain sera fait d'une apocalypse. Donc, on imagine une apocalypse qui se passe. Alors que là, au contraire, tu ne parles pas de l'apocalypse négative, tu parles du vrai terme de l'apocalypse, révélation. C'est une révélation, ça, mec. Pas que toi, pas que ton travail, mais le travail de plein d'autres. C'est génial. C'est rare que je sorte d'une conversation avec un sourire, avec une banane, on est déjà très motivé, hein, tu vois, mais vraiment, tu nous as encore foutu un coup de boost de motivation parce que je pense que tout doucement, ça va se traduire politiquement, clairement, dans les entreprises. Ça va aller très vite. Ralentir ou périr, je pense que tu as tout dit. Hein. Franchement, Timothée, je voudrais encore continuer à parler avec toi, c'est tellement enrichissant, mais on doit le dire, tu as une conférence à Liège à laquelle j'ai l'honneur de t'accompagner. Hein, donc voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais ajouter pour les générations qui nous regardent, les plus jeunes, les moins jeunes, si tu avais vraiment un message qui était impératif, et admettons que tu pourrais être amené à périr demain, et que vous voudrais qu'on retienne quelque chose d'une phrase, ce serait quoi? Conseil, tout ce que tu veux. Ça va être difficile à entendre, mais ne pas considérer l'argent comme une richesse. Là, c'est vraiment le point clé aujourd'hui sur ce bascule de l'imaginaire où on doit se dire que certaines créations monétaires, en fait, sont destructives. Donc, il y a un argent propre et il y a un argent sale. Un petit peu, tu sais, parfois, on parle de l'argent de la corruption, de ce qui se passe dans les milieux. Bah là, c'est un petit peu pareil. L'argent qu'on vient générer en creusant des puits de pétrole qui vont détruire notre futur à travers l'effondrement du climat, c'est un argent sale, d'une certaine manière. Donc, il faut qu'on arrive à créer une culture de faire cette différence. Et ça, et c'est peut-être mon conseil général, parce que je me rends compte, les gens, quand je leur explique un petit peu les trucs du livre, ils me disent « Ah bah trop bien, moi j'avais jamais lu un livre d'économie. Et là, je comprends, mais ça me permet… » Tu vois, ça fait des années que j'écoute la radio, la télé, il y a des économistes qui parlent, je comprends rien. Et en fait, ça fait des années qu'on se fait enfumer par des prêts-à-penser économiques. Donc, il faut que les gens, aujourd'hui, et surtout les jeunes générations, qui se sentent électrisés, tu vois, par ces concepts, ils ont envie de chercher, et bah, qu'ils se fassent confiance à eux-mêmes. L'économie, c'est vraiment plus simple qu'on ne le pense. C'est pas du jargon, c'est pas des chiffres, c'est des questions
presque philosophiques sur les besoins. De quoi avons-nous vraiment besoin? C'est des questions d'organisation sociale. Quoi produire? Comment le produire? Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on répartit le travail? Comment est-ce qu'on distribue la valeur qui a été créée à travers la production? Et ça, c'est des questions qu'on doit se l'approprier aujourd'hui. Donc moi, j'invite vraiment tous ceux qui s'intéressent à ces sujets de ne pas avoir peur de dire « voilà, moi, j'ai pas de doctorat en économie, donc j'en parle pas ». Non, de venir s'asseoir à la table, d'en discuter, parce que ce n'est que comme ça qu'on va réussir à créer cette espèce de grande discussion démographique, et quand on sera tous à la table, on va pouvoir muscler notre imaginaire et éduquer notre désir pour créer tous ces futurs désirables qu'une minorité d'économistes, et pas les plus créatifs, n'ont pas réussi à créer jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça va transitionner. Moi, il y a juste un dernier élément que je veux rajouter, c'est que souvent, les grosses transformations idéologiques sont produites avec des guerres. J'imagine l'avènement du capitalisme à l'échelle mondiale, guerre froide, tout ce que tu veux, mais aussi guerre idéologique, sous fond de ressources. J'espère qu'on ne va pas devoir en passer par une guerre pour faire valoir des idées qui permettent à l'humanité de s'en sortir. On y arriverait ou pas sans guerre? Ça me rappelle un de mes romans préférés qui s'appelle Ecotopia, qui date de 1975, où justement c'est l'histoire de la côte ouest des États-Unis qui déclare la guerre au reste des États-Unis parce qu'eux, ils veulent devenir cette espèce de petite utopie écologique, et ils gagnent. Et donc ils se barricadent et ils créent une société de rêve. Et c'est l'histoire 30 ans après d'un journaliste new-yorkais qui est le premier journaliste qui vient justement visiter cette société idyllique, et tout marche super bien. Et ça se fait, ça part vraiment d'un conflit, quoi. Moi, j'aimerais espérer, enfin j'ai envie de croire qu'on a l'intelligence humaine et vraiment la connaissance de réflexion de toute l'histoire de notre espèce pour se dire que à travers l'entraide et la coopération, on peut organiser ces choses-là avant de se retrouver en fait dos au mur. Surtout que quand on fait des guerres, ça on n'en parle pas beaucoup, mais l'empreinte carbone des conflits est phénoménale. Donc là, même si on voulait se faire la guerre, en fait, on n'aurait même plus les moyens écologiques pour le faire. Donc là, il faut se dire, la seule chose qui peut nous sauver, c'est la coopération. C'est ça. Parce que moi, j'aurais peur que ceux qui la déclenchent sont ceux qui ne veulent pas changer et qui sont bornés dans leur mégalomanie et dans leur croyance de miner les astéroïdes, etc. quoi. Cette croyance du transhumanisme, tu vois. Ouais. Cette idée de se dire, ouais, bah, l'humanité est sacrifiée pour nous, les grands riches, machin chose, et nous, c'est nous qui sachons. Et, tu vois, j'ai l'impression qu'on est à... C'est mon feeling, et je peux complètement me vautrer, mais j'ai l'impression qu'on est en fait à une croisée, qu'il y a deux mondes qui se créent, ce fameux monde de la résilience, ce monde où ton livre y est fait intégralement partie, et la technocratie de l'autre côté, réesclavager les êtres humains, refaire d'eux des facteurs de production pour les fameux 1%, et qu'en fait on a deux champs qui sont en train de se créer, et qu'à un moment donné forcément ça risque de se heurter. Ouais. Sauf si on arrive à peut-être communiquer un maximum sur les choses importantes, ce qu'on essaie de faire sur la chaîne. Ouais. Donc je voulais peut-être juste ton feeling là-dessus, sur ces deux dérives, ce feeling d'avoir ces deux mondes qui sont en train de se séparer, avec ceux qui sont à fond dans leur mégalomanie et qui veulent garder le contrôle, être les grands pharaons de ce monde d'après, et les autres qui veulent se réaliser, être en participation. On va se rendre compte que dans cette bifurcation, on a le côté des pharaons qui sont une minorité. Une minorité qui a énormément de pouvoir aujourd'hui puisqu'ils sont très très riches. Je pense que les idées de cette société régénérative, post-croissance, résiliente, l'économie du bien-être, elles résonnent avec l'expérience de vie de tous les jours de la plupart des gens. Donc c'est une majorité de ce côté-là, mais une majorité qui n'est pas agissante aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas le pouvoir d'achat et qu'aujourd'hui on habite dans une société où pouvoir d'agir dépend de ton pouvoir d'achat. C'est pour ça que j'avais parlé de mon vœu pour 2023, de se dire il faut désamorcer la puissance de l'argent pour qu'on puisse revenir à une véritable démocratie où, oui, je suis désolé, si on a une grande majorité des gens qui disent écoutez les gars, il faudrait arrêter d'extraire parce que là on est en train de détruire notre futur, c'est pas parce que tu as 3 milliardaires qui disent oui mais nous on veut pas que tu peux continuer. Et donc seulement en venant désamorcer la puissance de l'argent, on arrivera à reconstruire une véritable démocratie. Merci Timothée. C'était génial. Merci pour l'invitation. C'était lourd, j'ai kiffé. Allez choper ça, lien en description, vous connaissez. Et à bientôt sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, c'est important. Et tous les commentaires que vous pouvez mettre, n'hésitez pas à les mettre en masse, à commenter celles des autres parce que ça nous aide au référencement pour des sujets qui représentent votre avenir à court et moyen terme. Voilà. Merci Timothée. Merci à toi. Quelle est ta définition du réel ?